L'animal dans la bête humaine de Zola. Poursuivons notre réflexion sur la problématique la bête humaine est-elle un oxymore? Nous avions vu dans une première partie la proximité troublante entre l'homme et l'animal et comment Zola tisse un faisceau de correspondance entre ces deux réalités. Voyons à présent, dans une deuxième partie, en quoi néanmoins nous ne pouvons conclure sur une complémentarité, une familiarité, voire une identité entre l'homme et l'animal. En effet, le motif de l'animal est très souvent utilisé dans le roman pour représenter l'autre en soi. L'animal, n'est-ce pas malgré tout cet autre radical auquel l'homme ne peut se résumer et ne peut s'identifier totalement? Deux caractéristiques principales à cette présence de l'autre en soi, de l'autre en tant qu'animal, ou de l'animal en tant qu'autre, si vous voulez, c'est tout d'abord cette présence de l'animal en tant qu'autre au cœur de la civilisation. Alors, première caractéristique, l'animal représente, dans un premier temps, ce qui a résisté à la civilisation qui est fortement présente, comme on avait pu le voir, à travers les chemins de fer, bien entendu, à travers la symbolique de la locomotive. Et c'est notamment évoqué à travers ce pays de loups, qu'est le pays de Phasie, notamment, que nous allons ici étudier. Première occurrence qui me semble intéressante, ce sont les remarques de Phasie lors de l'accident du train dans la neige, lorsque, vous savez, les voyageurs du train sont hébergés dans la maison de Phasie. Phasie observe ces visiteurs inattendus et elle remarque « Cela tournait au campement de naufragés, à la désolation d'une bande de civilisés jetés par un coup de mer sur une île déserte. » Donc on a déjà cette opposition entre ces soi-disant civilisés qui étaient les voyageurs dans le train et Phasie qui les accueille. Et le parallèle se poursuit. Toujours elle s'était plainte de ce pays de loups où l'on n'avait jamais une visite. Donc géographiquement déjà s'oppose à un monde qu'est le monde de Phasie, de la croix de Mauffra, de Cabuche notamment, de tous ces personnages qui sont ici rivés à leur terre et dans un espace plutôt sauvage, identifié à un pays de loups. S'oppose à cela le mouvement du train, les déplacements des voyageurs. Un des voyageurs explique qu'il revient des États-Unis et qu'il va à Paris. On est dans le mouvement permanent, dans évidemment la description des vêtements des personnages. On a une opposition assez nette entre ces deux mondes, et ça n'est que par cet accident exceptionnel qu'est le blocage du train dans la neige que ces deux mondes vont véritablement se rencontrer. Et Phasie identifie bien son pays à elle à un pays de loups. Donc cette opposition entre la civilisation d'une part et ce lieu qui serait une sorte de lieu arriéré entre guillemets, de lieu exclu ou oublié de la civilisation, que serait ce pays en particulier. Donc au cœur même de cette civilisation, puisque le train, elle voit passer les trains tous les jours, au cœur même de ce progrès, finalement, il y a des oubliés, des laissés sur la route, qui regardent ce progrès, mais visiblement ne l'atteignent pas, et même lors de cette rencontre avec ces soi-disant civilisés, lors de l'accident dans la neige, il ne va pas véritablement y avoir d'échange ou de mélange. Il va y avoir une sorte de coexistence un peu intriguée entre ces deux univers. Phasie le remarque dès le début du roman, lorsque Jacques vient la voir et que nous découvrons ce personnage qui a longtemps beaucoup compté pour Jacques ainsi que Flore. Elle dit à Jacques « Ah, c'est une belle invention », en parlant du chemin de fer. Il n'y a pas à dire, on va vite, on est plus savant. Mais les bêtes sauvages restent des bêtes sauvages, et on aura beau inventer des mécaniques meilleures encore, il y aura quand même des bêtes sauvages dessous. Donc Phasie observe ce constat, cette certitude pour elle,
que malgré cette civilisation, ce vernis, ce polissage des comportements, des attitudes et ces techniques de plus en plus performantes, eh bien pour elle, l'homme reste une bête sauvage et reste avant tout dans cette image, vous voyez, d'animalité associée à une sorte de bestialité. On y reviendra sur ces deux notions. Le progrès n'a pas transformé la nature de l'homme, qui serait foncièrement animal, et le progrès ne ferait que masquer, d'une certaine façon, cette bestialité sous-jacente. Et cette remarque, présente dès le début du roman, évidemment, va orienter toute la lecture, peut éclairer toute la lecture du roman, bien entendu, comme on va le voir. De ce point de vue, le personnage de Cabuche semble cristalliser les peurs des soi-disant civilisés. Ainsi, Madame Bonneton, la sœur de Grandmorin, affirme en parlant de ce garçon vivait à l'état sauvage, sur la lisière de la forêt de Bécourt. C'était au fond de ce terrier que la petite allait retrouver son loup-garou. Elle évoque la sœur de Flore, qui, pendant un temps, était très proche de Cabuche. Et vous voyez que le personnage de Cabuche incarne ce fantasme et cette peur du loup-garou, de cet être profondément dangereux qui existe au cœur de l'homme et de la civilisation. L'idée que le loup-garou, évidemment, dans la journée, n'est pas identifiable en tant que tel, et peut passer comme quelqu'un de très bien, de très respectable et de très civilisé, mais que sa véritable nature est une nature animale profondément dangereuse, bien entendu. Donc cette menace, incarnée par le thème de l'animal, par le fantasme du loup-garou, de cette transformation de l'homme et de finalement cette trahison ou cette duplicité, cette idée que l'identité humaine n'est pas ce que l'on croit et que on ne peut pas se fier aux apparences, qu'une apparence de polissage, de sociabilité n'est pas fiable et que la trahison euh, d'une identité réelle est toujours apparente ou est toujours latente, est incarnée ici par le personnage de Cabuche. Euh, donc comme étant vraiment l'archétype de ce pays de loups, de ce pays, vous voyez en plus la symbolique de la forêt, bien entendu, comme un lieu qui est un lieu bien loin de la civilisation, et un homme vivant en pleine forêt est forcément un homme un peu animal, hein, un homme qui n'est pas tout à fait normal, puisque il y a ce présupposé que tout homme digne de ce nom doit se rapprocher ou n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher de la civilisation, et n'a qu'une envie, bien sûr, c'est de vivre avec ses semblables dans la ville, par exemple. Donc le personnage de Cabuche, évidemment, fait figure d'exception, il dérange du point de vue de ces personnes dites bien sous tout rapport, dites civilisées, et il incarne l'apparence de cette dangerosité. Alors qu'on le verra bien entendu, ça n'est pas nécessairement le personnage le plus dangereux du roman. Bien évidemment, ce personnage qui vit dans la forêt, ce personnage plutôt asocial, qui ne participe pas à la civilisation, qui est connu pour son tempérament colérique, est vu par plusieurs personnages comme le coupable idéal. Ainsi, Philomèle dira de lui « Cette bête féroce, ce Cabuche qu'on a arrêté, encore tout couvert de sang de la pauvre dame. » Bien entendu, Cabuche est innocent du meurtre de Séverine, et le lecteur le sait bien, mais Philomèle, qui pour autant ne connaît que peu Cabuche, l'identifie tout de suite à cette apparence. Il est, si vous vous souvenez, également décrit lors de sa première apparition comme un personnage en effet physiquement puissant, donc il y a très certainement sa masse physique, musculaire qui impressionne les individus, mais dès le début d'ailleurs on l'identifie non pas tellement à une bête féroce, mais le narrateur le décrit plutôt comme un chien. Le bon chien, gentil, puissant peut-être, mais fidèle, et sans ce potentiel de violence que les autres personnages verront en lui. Autre exemple, il n'y avait qu'un assassin possible, un assassin évident, notamment c'est pour le procureur de justice, le repris de justice trouvé là, les mains rouges, le couteau à ses pieds, cette bête brute qui faisait à la justice des comptes à dormir debout. Donc on a bien évidemment
l'apparence, et Zola ici critique le système judiciaire, qui va voir en Cabuche le coupable idéal, le coupable évident, toutes les preuves évidemment premières du moins l'accablent, bien entendu, et son tempérament, son apparence, et les présupposés, vous voyez, projetés sur ce personnage, vont en faire évidemment un coupable indéniable, alors que lui, bien entendu, niera jusqu'au bout le meurtre de Séverine, alors qu'au contraire, il l'adorait et qu'il ne l'a évidemment pas assassiné. Donc on a ce personnage qui va incarner véritablement ce pays de loups, cet autre en soi, ce danger de la au cœur de la civilisation, danger qu'il faut combattre, bien sûr, et donc qu'il faut incarcérer, qu'il faut condamner, pour que la civilisation puisse se sentir sereine, comme domptant véritablement cette menace sourde, toujours présente, incarnée par ce lieu un peu à l'écart de la civilisation, dans lesquels les meurtres se trament, comme le meurtre de Fazi d'ailleurs, mais que, grâce notamment au dénouement, la civilisation serait persuadée d'avoir réussi à juguler cette menace d'individus qui sont en dehors de la civilisation et qui sont véritablement animaux. Mais la violence ne se situe pas uniquement dans un pays lointain, ce pays de Maufra, bien localisé à l'extérieur des grandes villes, comme Le Havre ou comme Paris. Ce serait trop rassurant, bien entendu. Nous pouvons trouver dans le roman également toute une forme de violence identifiée à une forme de bestialité au cœur même de la civilisation. Nous le voyons notamment dans la violence dans les rapports humains, et cette logique du rapport de force que nous avions déjà évoquée en travaillant plus spécifiquement sur Jacques. En effet, on le voit dans la réflexion de Jacques ici, Jacques Lantier réfléchit, si vous vous souvenez, à la possibilité de tuer Roubaud, puisque Roubaud étant le mari de Séverine, il se présente comme une sorte de tiers indésirable, obstacle à l'amour entre Séverine et Jacques. Et Jacques, dans un monologue intérieur, finalement, s'interroge. Roubaud n'était-il pas l'unique obstacle à son bonheur? Et pour réaliser ce rêve, c'est-à-dire d'être avec Séverine, rien qu'un geste à faire, rien qu'un homme à supprimer, la bête, la plante qui gêne, la marche et qu'on écrase. Donc ici, on assimile l'homme finalement à une bête, et par cette vision qui finalement dégrade, vous voyez, transforme l'être humain en bête puis en plante, il y a une sorte de dégradation finalement dans le règne du vivant, cette idée que eh bien, le respect dû à un homme est discutable, et que, après tout, peu importe, on peut tout à fait traiter un homme comme une bête, voire comme une plante, ce qui permet de minimiser, vous voyez, du coup, bien entendu, l'exigence morale que l'on peut avoir ici, et de justifier la mort, donc, ou le fait de tuer un individu. Donc, comment petit à petit, à l'intérieur d'une situation, d'individus civilisés et d'un trio entre la femme, le mari pardon, et l'amant, eh bien s'insinue toute une logique et une réflexion qui au contraire tente à évacuer la considération morale en identifiant l'homme à un indésirable, et en l'associant par la bête, voire par la plante, à une réalité envers laquelle on a finalement très peu d'obligations. Et la logique étant ici une logique par rapport à son propre confort. Nous avions déjà travaillé sur ce monologue intérieur de Jacques, je vous l'ai mis pour vous le rappeler, mais il me semble intéressant à resituer dans la logique de l'ensemble du roman. Donc vous voyez qu'ici on a, après cette dégradation, finalement pour justifier le meurtre, finalement Roubaud n'est pas véritablement un homme, on peut l'assimiler à une bête, voire à une plante, ce qui permettrait de justifier ce rapport utilitaire à l'autre. L'autre me dérange, donc je peux l'éliminer. Donc comment on évacue la question morale? En modifiant ce rapport à l'autre et en l'identifiant à un animal puis à une plante. On y reviendra plus tard au long de l'année quand on travaillera bien sûr des rapports entre l'animal et le droit notamment. Et ici, Jacques continue sa réflexion avec une question rhétorique pour justifier encore cette perspective et ce choix du meurtre. Est-ce que dans les bois, si deux loups se rencontrent, lorsqu'une louve est là, le plus solide ne se débarrasse pas de l'autre d'un coup de gueule?
Donc on voit bien, là encore, l'argumentation de Jacques, qui, pour justifier éventuellement sa décision de tuer Roubaud, va assimiler, par une comparaison, le règne animal et le règne humain, en disant finalement, quelle est la différence? Et cette comparaison faisant œuvre d'outil de légitimation, finalement, il serait légitime d'agir ainsi, puisque les loups, donc le règne animal, agit ainsi. Donc il est bien pratique ici de reconnaître une familiarité entre l'homme et l'animal, qui permettrait de justifier qu'en effet, étant donné que cela fonctionne de cette façon dans le règne animal, pourquoi, après tout, ne pas appliquer cette même règle au règne humain? Et avec cette idée, vous voyez, on retrouve cette image de la concurrence, de la rivalité, notamment sexuée, autour, bien entendu, des rapports mâle-femelle, et avec cette idée aussi du rapport de force. On va souvent assimiler au règne animal, au règne de la force finalement, de la loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'homme, vous connaissez bien cette célèbre citation, et cette idée finalement que, eh bien, dans cette logique, si nous sommes des loups, il est normal d'agir selon la loi du plus fort et que le plus solide se débarrasse de l'autre d'un coup de gueule. Donc tout cela pour justifier qu'il est tout à fait légitime de tuer son semblable. Je ne pouvais évidemment pas continuer sur cette réflexion de Jacques sans vous rappeler cette citation que nous avions déjà étudiée, et anciennement, donc Jacques poursuit sa réflexion, quand les hommes s'abritaient comme les loups au fond des cavernes, est-ce que la femme désirée n'était pas à celui de la bande qui la pouvait conquérir dans le sang des rivaux? Donc on fait référence ici dans la réflexion à une sorte de passé mythique, d'état de nature presque, qui est totalement hypothétique, bien entendu, utopique ou dystopique suivant les cas, mais du moins totalement fantasmé et imaginaire, d'une sorte d'âge antérieur de l'homme, dans une sorte de primitivité initiale, d'aube de l'humanité et de la sociabilité, où il y a des rapports entre les hommes, mais où les hommes sont proches des loups, comme ici la comparaison, des rapports au sein d'une meute, finalement, et des rapports de force, où la femme désirée, évidemment, c'est la chose que l'on essaie de capter avant tout, et qui va être obtenue grâce à cette idée du rapport de force, de la violence, le sang des rivaux, et du rapport de force, puisque cela va être le dominant qui va récupérer la femme voulue. Donc on est vraiment dans une lecture des rapports humains, relecture par des soi-disant rapports animaux, plus ou moins fantasmés, bien entendu, totalement hypothétiques, et qui tendraient à justifier finalement que les rapports humains finalement peuvent tout à fait se réduire ou se ramener dans leur cœur à des rapports de force, puisque initialement, vous voyez, il y a un peu cette idée d'une nature primitive humaine qui serait une nature quasi animale et qui ici permettrait de justifier un comportement qui n'a rien de moral, mais qui serait basé sur une légitimité naturelle, au contraire, et une sorte de légitimité d'antériorité. Puisque à l'origine cela se passait comme ça, il serait tout à fait logique qu'aujourd'hui on revienne à cette origine qui serait finalement plus authentique, entre guillemets, que les rapports sociaux inscrits dans la civilisation. Ce qui me semble intéressant à remarquer, c'est qu'évidemment ces rapports de force et cette violence, on pourrait se dire oui, mais cela n'est présent que autour de Jacques Lantier, qui est tout de même identifié comme la bête humaine, ce personnage qui a cette pulsion extrêmement violente à l'intérieur de lui, ou des personnages extrêmement ciblés, éventuellement comme Roubaud. Mais ici, on peut remarquer, en lisant attentivement le roman, que cette violence, finalement, elle est insidieuse, elle est sourde, et il y a une violence dans les rapports humains en général, par des conflits sourds et persistants, qui sont quasi omniprésents. On le retrouve notamment dans ce premier exemple, avec, bien sûr, le personnage de Cabuche, qui évoque son animosité envers le président, en disant « si le président lui tombait sous les mains, il le saignerait comme un cochon ». Donc, première remarque, par cette comparaison qui peut sembler anodine, mais qui se veut évidemment explicite, Cabuche, par contre, ne va pas tuer Grand Morin, mais qui évoque cette idée que finalement, ce rapport, cette violence est sous-jacente,
et que l'assimilation évidemment de l'homme à l'animal ici est très proche, hein, le président étant identifié à un cochon, notamment à cause de ses mœurs et de son attitude face aux jeunes filles. On retrouve également cette violence dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et si nous regardons à travers les deux personnages féminins que sont Flore et Séverine. Flore, tout d'abord, l'observe. Pour elle, ça ne pense qu'à ça, les hommes. Et d'ailleurs, elle a toujours une défiance vis-à-vis des hommes qu'elle garde extrêmement loin d'elle, sauf Jacques, bien entendu, mais elle va toujours être l'objet d'attirance de la part des hommes, qu'elle va parfois éloigner de façon tout à fait physique, voire violente, hein, d'où sa réputation de personnage de vierge intouchable. Ce qui est évoqué, si vous vous souvenez, dans le film de Jean Renoir, La Bête humaine. On retrouve également cette réflexion chez Séverine. Lorsqu'elle parle de son existence et de ce qu'elle découvre avec Jacques, jusque-là l'existence avait abusé d'elle, dans la boue, dans le sang, avec une violence telle que ses beaux yeux bleus restés naïfs en gardaient un élargissement de terreur. Il y a ici, par l'évocation de Séverine, l'évocation de son passé, de la violence des rapports sexuels avec Grand Morin, de ce qu'elle a subi en tant qu'enfant finalement, hein, abusée par un adulte, et finalement du fait que la violence des rapports qu'elle a avec Grand Morin, de la relation qu'elle a avec Roubaud, qui n'est pas une relation amoureuse, et où le sexe est présent et subi, elle va découvrir avec Jacques, dans un premier temps du moins, une véritable relation amoureuse, puisque dans les premiers temps, leur relation ne va pas du tout être empreinte de sexualité, mais au contraire de sentimentalité, de tendresse, de tout un univers qu'elle découvre complètement et qu'elle ne connaissait absolument pas, puisqu'elle était habituée à des rapports avec les hommes, des rapports de possession, des rapports physiques, et elle va découvrir une sorte d'innocence dans la relation avec Jacques. Donc on retrouve autant chez Flore que chez Séverine cette évocation du rapport des hommes vis-à-vis des femmes comme étant des rôles, un rapport de prédateur qui prend, qui est extrêmement violent. On le voit dans Grand Morin, bien entendu, avec Séverine, mais aussi avec la sœur de Flore, bien entendu, hein, ce qui est évoqué, ce que Flore évoque elle-même d'ailleurs, et pas que avec ces deux femmes-là, comme on va le retrouver ensuite dans la violence de Roubaud vis-à-vis de Séverine. Et en effet, là je vous ai remis, si vous vous souvenez, des extraits de passages qu'on avait étudiés sur la relation entre Jacques et Flore. On retrouve ici bien cette idée d'un rapport homme-femme vécu comme un rapport primitif, une sorte de situation, de rapport de force, de proie, autant chez l'homme que chez la femme d'ailleurs. Comme ici, par exemple, la guerrière se réveillait, c'est-à-dire Flore. Hein. Si vous vous souvenez, Jacques, dans un moment de complicité, d'intimité avec Flore, est tenté par cette jeune femme. La guerrière se réveillait cabrée, batailleuse, à cette première approche du mal. Donc petit à petit, un glissement hein, dans la description des personnages. Le mal pouvant, bien entendu, évoquer davantage le règne animal que le règne humain. Mais vous voyez, assimilant hein, l'homme et l'animal à une même identité, de mâle et de femelle finalement, il l'avait saisi d'une étreinte brutale et il écrasait sa bouche sur la sienne. La relation physique ici n'est pas du tout une relation de tendresse, comme au début entre Jacques et Séverine, mais là une relation physique de prise de possession, brutale. Elle se refusait quand même dans un instinct de combat, elle le souhaitait et elle se disputait à lui dans un besoin d'être conquise. Donc vous voyez qu'on a ici toute l'ambivalence de la posture de Flore qui veut à la fois lutter, à la fois résister et à la fois qui demande ce rapport de force comme s'il lui était nécessaire ou comme si en tout cas elle y trouvait un plaisir. Enfin, il sentait une nécessité de bataille pour conquérir la femelle et la dompter. Donc vous voyez qu'ici, dans la relation homme-femme et ce moment de séduction, qui pourrait être un moment décrit de façon beaucoup plus sentimentale, hein, on a une vision au contraire extrêmement marquée par le rapport de force, par une certaine forme de violence finalement, une assimilation de l'homme au mâle et de la femme à la femelle, qui rapproche l'homme de l'animal, et comme si finalement, là aussi, dans le rapport amoureux, une certaine vérité, on peut s'interroger, hein, est-ce une façon de montrer une certaine vérité de l'être humain, ou en quoi finalement peut-être la civilisation s'éloigne
pour faire apparaître la véritable nature de l'homme et de la femme, et ce besoin finalement que la relation amoureuse soit un rapport de prise de possession ou un rapport de force. On l'avait vu notamment dans le film de Renoir, la façon dont petit à petit Jacques est filmé, et dont en perdant son chapeau notamment, sa coiffure qui se change, la civilisation petit à petit s'éloigne de lui pour faire apparaître la violence du personnage. Enfin, un dernier rappel sur la relation entre Séverine et Jacques et l'ambiguïté, si vous vous souvenez de cette relation entre Eros et Thanatos, avec notamment cette citation: Jacques cette fois l'avait prise et Séverine aussi le prenait, ils se possédaient, retrouvant l'amour au fond de la mort, dans la même volupté douloureuse des bêtes qui s'éventrent pendant le rut. Alors on est au passage où après la narration de Séverine qui raconte le meurtre de Grandmorin et la fascination de Jacques pour ce meurtre, vous voyez qu'ici, on retrouve la même violence finalement dans le rapport entre Jacques et Séverine qu'entre Jacques et Flore, la même assimilation de l'homme à l'animal, et cette image du mélange du plaisir et de la souffrance, de même que l'assimilation de la bête avec une sorte de primitivité des sensations, dans cette image de la volupté, et dans ce mystère à la fois attirant et repoussant de cette douleur, de cette éventration, vous voyez le terme est fort, de s'éventrer pendant le rut, et le rut évidemment est un terme plutôt assimilé à l'animal, donc ne décrit pas de façon extrêmement noble finalement la relation amoureuse sexuelle entre Jacques et Séverine. On a une description très crue et avec une assimilation véritablement de Jacques et de Séverine à deux animaux, qui retrouvent une certaine forme de primitivité en mêlant l'amour et la mort. Donc là encore, on retrouve finalement, malgré toute cette civilisation, cet autre qui se dégage dans les relations humaines et de façon plus caractéristique encore dans la relation amoureuse, dans la relation entre l'homme et la femme. Dans cette deuxième partie, nous avons donc analysé l'autre en soi, en quoi l'animal, ce qu'il représentait, pouvait ici être utilisé comme cet autre radical, cette différence vis-à-vis de l'homme et de la civilisation, que l'on va retrouver tout d'abord au cœur de la civilisation. Cet autre menaçant, qui menace les relations de la société et les relations entre individus. Alors nous avons donc vu en quoi finalement au cœur même de la civilisation existaient des terres comme celle de la Croix de Maufroy ou des individus comme Cabuche qui semblaient résister à ce polissage de la civilisation et incarner une sorte de primitivité dangereuse animale. Nous avons également vu que au cœur même de la civilisation finalement les rapports humains étaient des rapports très souvent assimilés à des rapports animaux, à des rapports où il y avait une considération des rapports de force finalement qui prédominaient, et une réflexion finalement sur l'animal, sur l'homme pardon, au sein d'une meute, et comment il se plaçait vis-à-vis de la meute. Enfin, ce qui a résisté à la civilisation, c'est également bien entendu ces rapports amoureux au cœur desquels l'homme se retrouve véritablement dans un rapport de force, assimilé à un rapport animal. Donc ici, l'animal est un autre radical qui fait peur finalement, qui terrifie, dans cette possibilité que nous avons qu'il existe au cœur même de la civilisation et du progrès, au cœur même des rapports entre les hommes et de la relation amoureuse qui se voudrait a priori une relation plutôt pacifiée, plutôt un refuge, et un moment où l'homme peut être véritablement lui-même, mais où là, au contraire, finalement, une violence apparaît qui peut sembler extrêmement dangereuse. Nous avons donc vu, ici, dans ce premier temps du grand 2, que l'animal pouvait être identifié comme l'autre en soi, c'est-à-dire ce qui nous fait peur, ce qui est différent et ce qui nous dérange, que ce soit à l'échelle d'une société humaine, comme ce fameux pays de loups
que représente la croix de Mofra, comme Cabuche par exemple, qui représente ce loup-garou, comme ce danger fantasmé au cœur de la civilisation, que la civilisation n'a pas réussi finalement à éradiquer, ou alors au cœur même de la civilisation, dans les rapports entre les hommes, et notamment de façon encore plus criante entre les hommes et les femmes, finalement malgré le polissage de la civilisation, dans le rapport homme-femme, qui pourrait être au contraire teinté de sentimentalité, on a une violence des rapports de force et une assimilation de cette violence à l'animal. Ce qui ne va pas forcément de soi, hein, mais ici, cette image que cette violence et ces rapports de force ramènent l'homme à une sorte d'identité primitive animale. Donc finalement, la civilisation semble ici ne pas avoir véritablement réussi à détruire cet autre en soi qui apparaît, euh, qui fait jour et qui pose problème.